Et là c'est très bien. Bonjour à tous, bon réveil pour ceux qui sont à peine sortis du lit. J'espère que vous allez bien. Oh la fatigue. Mélusine n'a pas dormi jusqu'à 5h 7h du mat. Oh ouais voilà, elle a bien dormi quoi. Elle a pas dormi du tout. Donc on va faire du code de la route complètement en vrac. Évidemment les résultats ne se ressentiront pas à cause de ça. Je vais peut-être baisser le son des effets. Ça me paraît une bonne idée. Et après il faudra que j'inscrive les gens dans la cantine. Et ensuite j'irai bosser. Oh là là, la journée va être très longue. Allez, on va se réveiller tous ensemble. Entraînement. On va se réveiller tous ensemble. On va découvrir des panneaux. Hop, je mets le casque ici. Hop. Je dois obtempérer si un ordre m'est donné par un gendarme, oui. Réponse A, non. Réponse B, un policier municipal, oui. Réponse C, non. Réponse D. Je dirais qu'il y a entre 5 et 10 secondes de délai aujourd'hui, ça va, c'est correct. Oh, la connexion, elle a du mal à se stabiliser, c'est ouf. Oh. J'ai éteint ça, je comprends pas trop. Donc, oui. Dans tous les cas, si un ordre me donné par un gendarme ou un policier municipal, je dois obtempérer, oui. Un gendarme, un policier de la police nationale ou municipale peut m'ordonner de ralentir, de m'arrêter, peut me demander mes papiers ou encore me soumettre à un contrôle d'alcoolémie. Si je ne le fais pas, je commets un refus d'obtempérer. Il s'agit d'un délit lourdement sanctionné. Réponse A et C. Ma période probatoire est de 3 ans si j'ai fait une formation traditionnelle. Réponse A. La conduite accompagnée. Réponse B. La conduite supervisée, réponse C. Ouais, j'ai vu la dernière fois. Si j'ai suivi une formation traditionnelle, y compris en conduite supervisée, ma période probatoire sera de 3 ans après l'obtention du permis. Si j'ai choisi la conduite accompagnée, cette période est plus courte, 2 ans au lieu de 3. Pendant toute cette période, je devrais apposer un disque A à l'arrière de ma voiture et respecter les limitations de vitesse imposées par temps de pluie à tous les autres conducteurs, même s'il fait beau. Réponse A et C. Les feux diurnes sont suffisants pour être bien vus. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les feux diurnes sont suffisants pour être bien vus. Non, à certains endroits, il vaut mieux avoir d'autres feux. Les feux diurnes sont les feux situés à l'avant, de couleur blanche, souvent à LED, qui s'allument automatiquement de jour dès la mise en marche du moteur. Ils permettent d'être mieux vus par les usagers que je croise ou ceux qui me précèdent. Je suis mieux visible dans leur rétroviseur, mais ils sont insuffisants dès que la visibilité décroît. S'il pleut, s'il y a du brouillard, dès que la nuit tombe, ou pour circuler dans un tunnel, même éclairé. Et puis ils n'allument aucun feu à l'arrière. Je les remplace donc par les feux de croisement. Réponse B. D'accord. Oui, en même temps, c'est logique, les feux diurnes, ça éclaire pas assez la nuit, oui, en effet. Ma voiture est équipée de feux de recul. Ma remorque doit en être pourvue également. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je crois que oui. Ah non. La plupart des voitures sont équipées de feux de recul depuis longtemps. Il s'agit des feux blancs à l'arrière, un à droite ou un de chaque côté, qui s'allument automatiquement lorsque la marche arrière est enclenchée. Ils permettent d'avertir les usagers qui arrivent derrière moi de ma manœuvre et, de nuit, d'éclairer un peu la zone. Lorsque j'attelle une remorque, celle-ci n'a aucune obligation de comporter de feux de recul, même si ma voiture en est équipée. En revanche, les feux rouges, les feux stop, les clignotants et l'éclairage de la plaque minéralogique sont obligatoires sur une remorque ou une caravane et doivent fonctionner. Non, j'ai répondu Réponse oui, B. J'ai répondu oui et en fait c'était non. Je savais que les feux stop et les clignotants ils étaient obligatoires et je me disais bah ça paraît logique que les feux de recul ils y soient aussi puisqu'on ne les voit pas sur la voiture. Ah ouais.
Bah ouais, et en fait non, ils sont pas obligatoires. Il y a tout ce qui est obligatoire, c'est les feux rouges, les feux stop en fait, les clignotants et l'éclairage de la plaque. Genre, il y a l'éclairage de la plaque sur toutes les remorques, quoi. Le bébé installé à l'arrière pleure. Ah bon? Je demande à une de mes passagères de le prendre sur ses genoux. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lol, quoi. Il est interdit de prendre un bébé sur ses genoux, quelle qu'en soit la raison, même en essayant tant bien que mal de l'attacher. Si le bébé pleure et qu'il n'est pas en danger réel, je continue ma route en restant concentré sur la circulation. Pas question non plus de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence où moi et mes occupants serions en danger. Si je dois m'arrêter, je le ferai à un endroit aménagé à cet effet, sur un parking ou une aire de repos par exemple. Le bébé pleure, sans blague. Réponse B et D. Eh ben... Pour stationner dans une rue en descente, je laisse les roues droites. Réponse A. Je braque les roues vers le trottoir. Réponse B. Alors ça c'est une question à l'ancienne. Pour stationner une rue en descente, dans une rue en descente, est-ce qu'on braque les roues vers le trottoir? Bah non, puisque ça fait... Si la voiture elle bascule et qu'elle franchit le trottoir, ça va être dangereux pour les piétons. Donc non, on laisse les roues droites. Ah ouais. Pour stationner dans une descente, il est préférable de braquer les roues vers le trottoir. Pourquoi? Enfin, si Parce que si la voiture bouge pour une raison ou pour une autre, par exemple parce que le frein de parking n'est pas suffisamment serré, cela évite que la voiture dévale toute la rue. Ouais. Avec les roues braquées, elle devrait s'arrêter au trottoir, autrement dit, elle bougera à peine. Autre solution, pour s'assurer que la voiture ne bougera pas, laisser la première vitesse ou la marche arrière engagée. Réponse B. Laisser la première vitesse. Oui, quand on laisse la première vitesse et qu'on n'embraye pas, elle bouge pas. Ok. Pour conduire une voiture, mon acuité visuelle doit être au minimum de 5 dixièmes à chaque œil, réponse A, 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux, réponse B. Ça fait pas beaucoup ça. Hein. Ah, quoi? En conduite, 90% des informations utiles passent par la vue. Alors il faut qu'elle soit la meilleure possible. Et en dessous d'un certain seuil, interdiction de conduire. L'acuité visuelle, après correction, doit être d'au moins 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux. Si l'un des deux yeux a une acuité de moins de 1 dixième, la conduite reste autorisée, mais l'autre œil doit avoir au moins 5 dixièmes. Réponse B. Mais c'est vraiment pas beaucoup, enfin c'est que dalle. Ah non, mais c'est... Je suis effaré par le résultat là. C'est une catastrophe aujourd'hui, hein. Ça commence très mal là. Mon chaton. Oh là là. Le mec qui double dans le virage. Un usager, sans doute très pressé, a décidé de me dépasser. Peut-être considère-t-il que la route n'est pas glissante. Que dois-je en penser? C'est vrai que, immédiatement, la route ne présente pas de signe de plaque de neige et qu'elle ne semble pas gelée. Elle est mouillée, il reste un peu de neige fondue, c'est vrai, mais pas glissante, comme si elle était verglacée. Sauf que je ne suis pas à l'abri que la situation change en quelques mètres seulement. Le sol est autour de 0 degré, peut-être moins, et je risque à tout moment de me faire surprendre par une plaque de verglas isolée. Mieux vaut ne pas suivre l'exemple de cet automobiliste imprudent. Réponse B. Je peux être condamné pour délit de fuite si je ne m'arrête pas. Suite à un accident corporel, oui. Réponse A, non. Réponse B, suite à un accident matériel, oui. Réponse C, non. Réponse D. Commettre un délit de fuite, c'est ne pas s'arrêter si l'on est impliqué dans un accident. Cela peut être suite à un accident matériel, c'est-à-dire lorsque des dégâts sont occasionnés à des objets ou à des véhicules, mais aussi suite à un accident corporel, lorsque l'on a blessé ou tué une personne. Si je prends la fuite après un accident, dans un cas comme dans l'autre, je risque d'être condamné pour délit de fuite. Les sanctions sont alors particulièrement lourdes. Réponse A et C.
plus je roule vite, plus mon champ visuel est étroit. Réponse A. Large. Sandra. Réponse B. Tu peux aller demander à maman, s'il te plaît. Tiens, apporte ça à maman, si tu veux de l'eau dedans. Tiens, tu apportes à maman? Non, Lisandre. Lisandre. Lisandre, apporte à maman, s'il te plaît. Tu demandes à maman? Redemande, regarde. Maman a tout ce qu'il faut. La vitesse provoque une vision en tunnel. Autrement dit, plus on va vite, plus le champ visuel périphérique, c'est-à-dire sur les côtés, devient flou. En conséquence, le conducteur ne perçoit plus les dangers tels qu'un véhicule arrivant à une intersection ou un piéton sur le point de traverser. C'est aussi la raison de la mise en place des limitations de la vitesse. L'allongement de la distance de freinage n'est pas le seul problème d'une vitesse trop élevée. Réponse A. Et c'est le moment de passer la chanson de Laurie, je vais vite. Bon, 7 sur 10, c'est pas terrible, hein. Oh là là. Voilà, et là c'était une question pure code en fait. Le coup de la voiture, est-ce qu'il faut avoir les roues vers la route ou vers le trottoir? Pour le coup, c'est du pur code, entre guillemets, pratique. Il y en a qui diront que c'est du bon sens, mais je sais pas, j'ai jamais conduit une voiture. Disons quelqu'un qui passe son code mais qui a eu quelques leçons de conduite est avantageux. Il comprend la logique. C'est pareil avec le coup de l'embrayage. Si par exemple tu t'arrêtes, tu mets ta voiture en première, que tu fais serrer le frein à main et que tu éteins le moteur, que tu enlèves la clé, personne ne pourra démarrer, bouger ta voiture, elle bougera pas normalement en première. Si t'as mis le frein à main, non? Et ouais, mais même si tu l'enlèves, elle va pas elle est pas au point mort. En descente, tu enlèves le frein à main, tu es au point mort, ça va débloquer les roues, elle va descendre. Alors que si tu es en première, il faut embrayer pour ça. Non? Si elle est en descente et qu'elle est en première, elle va quand même descendre. Du Bah, moment qu'elle a pas le frein de main, elle va descendre. Bah, ils ont dit de mettre en première tout à l'heure, du coup. Ah, d'où c'est quoi? Ils ont peut-être dit des bêtises, je sais pas. S'il y a quelqu'un dans le chat qui peut nous confirmer ça, ça sera avec plaisir. Allez, on continue. Il fait encore un peu chaud aujourd'hui. Hein. Bah, l'occasion, Bah, en effet. bah, c'était super. Ce type de panneau est généralement implanté près des frontières. Oui. Réponse A. Non. Ah, Réponse une B. question Près panneau. des aéroports. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, ça ressemble à un panneau au niveau des frontières. Ah, Donc, c'était quand on aurait passé... Oui, mon chaton. champion. T'es un champion. Quand on a passé la frontière, et du coup, ça nous donne les règles. En agglomération, c'est 50. Hors agglomération, c'est 90. Sur les autoroutes, c'est 130. Donc, près des frontières, oui, ça me paraît cohérent. Par contre, près des aéroports, j'en ai aucune idée. Est-ce que ce panneau, il est près des aéroports? Moi, j'en ai jamais vu auprès des aéroports que je connais. Donc, d'un autre côté, les étrangers, ils arrivent par là. Donc, ça peut paraître logique. Mais moi, j'en ai jamais vu. Donc, je vais dire non. Et la réponse était oui. Bon. Ce type de panneau informe des limitations générales de la vitesse en France. C'est donc généralement aux endroits où arrivent les étrangers qu'on le trouve, près des ports, des aéroports et des frontières. Près des Réponse ports aussi, A j'en ai jamais et C. vu. Jamais vu. Ok. Si je prends un autostoppeur, il sera obligatoirement couvert par mon Alors, si je assurance. prends un autostoppeur, Oui, j'évite que ça vienne réponse comme ça. A. Non. Réponse B. Non, c'est son assurance à lui qui... Ça dépend de mon assurance. Et si lui fait souvent le truc, il faut qu'il ait une assurance par rapport à ça, mais... Non, il est pas couvert normalement. Ah si. Oh la vache. Les passagers, y compris les personnes prises en autostop, sont tous couverts par l'assurance. Celle-ci les couvre à condition que leur nombre n'excède pas le nombre de places maximum de la voiture, indiqué sur le certificat d'immatriculation. Ouais, d'accord. En cas de surnombre, l'assureur indemnise les victimes, mais il se retournera alors contre le conducteur en infraction pour le contraindre à payer une partie des indemnités, ce qui peut coûter très cher. Réponse A. Ok. Oh là, je suis pas dans le truc là. Hein. Les objets les plus lourds doivent être placés de préférence au centre de la voiture, le plus bas possible. Réponse A. Dans le coffre. Réponse B. Sur le toit. Réponse C.
Bah c'est dans le coffre en fait, juste dans le coffre. Pour pouvoir être coincé si jamais il y a un freinage d'urgence et qu'il n'est pas à se déplacer à une vitesse folle et traverser l'habitacle. C'est la même chose pour le toit, on met les choses volumineuses sur le toit, bien attachées, sachant qu'il ne faut pas qu'elle le soit trop, qu'elle dépasse pas une certaine taille à l'avant à l'arrière. Pour moi c'est dans le coffre. Ok, c'était pas ça, au centre de la voiture le plus bas possible. Mal placés, Donc, les packs les d'eau, objets faut les mettre au lourds milieu, peuvent en fait. nuire à la tenue de route et au freinage de la voiture. C'est pourquoi ils doivent être installés le plus bas possible et au centre de la voiture, au niveau des places arrière. D'accord. Surtout pas dans le coffre, ou pire, Pourquoi sur le toit. Ne pas oublier de les arrimer. Les objets lourds sont difficiles à déplacer, s'ils sont mais calés. lorsqu'ils se mettent en mouvement, plus rien ne les arrête. Au point de risquer de déséquilibrer la voiture, dans un virage notamment. Réponse A. S'ils sont bien calés dans le coffre, il n'y a pas de problème normalement. On met toujours les packs d'eau dans le coffre, on les met pas à l'arrière. Bon, pour l'instant c'est 0. Ma voiture est équipée d'un GPS. Je n'ai aucune utilité d'avoir à bord une carte routière récente. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Il n'est pas forcément un jour le GPS. Le GPS permet un guidage dynamique en indiquant vocalement et sur un extrait de carte les directions à prendre pour rejoindre sa destination. Même sans parler des cas de panne sur ce système, il ne remplace pas totalement une carte routière. Celle-ci permet de visualiser le parcours dans sa globalité, ce que ne permet pas de faire un petit écran et de mieux choisir son parcours en prévoyant des étapes. Une carte récente a donc toujours sa place au fond de la boîte à gants. Réponse B. Mais ça c'est la faute des lobbies des vendeurs de cartes, hein, évidemment. Lorsque Non, je mais transporte oui, un enfant, je verrouille la sécurité de la portière. Uniquement du côté où il est installé. Réponse A. Des deux côtés. Réponse B. Bah l'enfant peut se barrer de n'importe quel côté, donc on ferme des deux côtés. S'il se détache et qu'il se barre, autant fermer des deux côtés. Oui c'est ça, ouais. Un enfant peut se détacher et bouger dans la voiture. Aussi, même lorsque je transporte un seul enfant, j'active les sécurités des deux portières afin qu'il ne puisse pas les ouvrir de l'intérieur alors que la Toujours voiture faute est des en enfants circulation. dans ce jeu, hein. Mais aussi pour qu'il ne puisse pas ouvrir une portière à l'arrêt pour descendre du véhicule et donc risquer de surprendre un autre usager, voire de se faire renverser. Réponse B. Et faire le coup de la portière, quoi. Sur le lobby des cartes, évidemment, je plaisantais. Hein. Si je ne respecte pas un intervalle de sécurité suffisant en dépassant un usager fragile, je risque un retrait de points. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une amende. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Et donc, ça, c'est le truc qui est jamais appliqué. Pour le coup du GPS, on revient là-dessus. Moi, j'ai des clients, ils arrivent et ils disent « Ah, on a eu du mal à vous trouver, le GPS, il nous avait fait faire le tour de la ville, on a fait un détour pour rien, c'est pas sympa. » Merci, mais moi, j'y suis pour rien. Je suis pas le GPS. Et j'en demande, est-ce qu'il est à jour votre GPS? Oh, ouais, j'en sais rien, on a eu notre véhicule il y a 6 ans et le GPS, il est intégré. Vous avez fait des mises à jour? Moi, je sais pas, non, je sais pas comment on fait. Ah ouais, bah... Voilà. La route n'existait pas à l'époque, donc... Ah bah oui, je vais prendre Viantea pour donner le bib. Ça me paraît pas mal. Yes. Le baveux. Je souhaite rejoindre la prochaine sortie communicateur, j'emprunte la voie située à ma droite. Ah bah non, c'est la bande d'arrêt d'urgence. Mais lui, il fait quoi là? Je souhaite rejoindre la prochaine sortie. Pour Non, gagner reste du là. temps, j'emprunte la voie située à ma droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non mais ils ont cru quoi? Mais en fait, il y a des questions que je trouve trop simples. Et il y en a d'autres, j'ai pas la logique. J'ai pas du tout le sens routier. Après, c'est pour ça que je fasse des trucs de code, mais... Bon appétit, ma belle. Bon appétit, Diantea. Donc non, c'est la bande d'arrêt d'urgence. On ne fait pas ça. La voie située à ma droite est la bande d'arrêt d'urgence, reconnaissable au long trait qui la délimite. Elle est réservée aux seuls cas d'urgence.
pour s'arrêter en cas de panne ou de malaise d'un occupant. Elle peut aussi être utilisée par les services de secours pour faciliter leur progression. La circulation y est donc interdite, même en cas de ralentissement et même si je suis pressée. Je dois rester dans ma voie jusqu'à ce que j'atteigne la voie de décélération de la sortie que je souhaite emprunter. Réponse B. Je suis en période probatoire pendant 3 ans si j'ai opté pour une formation AAC, oui, réponse A, non, réponse B. Une formation traditionnelle, oui, réponse C, non, réponse D. La formation AAC, c'est traditionnelle accompagné, au quoi. permis de conduire entraîne une période probatoire de 3 ans. Pendant cette période, je suis soumis aux limitations des conducteurs novices, je dois mettre un disque A à l'arrière de ma voiture, mon permis ne comporte pas encore 12 points et l'alcoolémie est sanctionnée à partir de 0,20 g par litre de sang. Si j'ai suivi une formation AAC, cette période est réduite à 2 ans. Attention, la conduite supervisée est considérée comme une formation traditionnelle. La période probatoire est donc de 3 ans également. Réponse B et C. Je crois que cette réponse-là, c'est bien compris. Hein. Je sais pas combienième fois qu'il me pose la question. Hop, on va refresh l'appli Twitch. Voilà. Mon permis peut m'être retiré immédiatement si je commets un excès de vitesse de plus de 40 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et c'est d'ailleurs tout le principe du beau jeu. Hop, 40 km/h, ça saute. Mon permis de conduire peut m'être retiré immédiatement si j'ai commis une faute grave, un délit lié à la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants par exemple. Un excès de vitesse de plus de 40 km/h n'est pas le fait d'une simple étourderie. Cette faute est donc suffisamment grave pour justifier une confiscation immédiate du permis qui pourra se prolonger d'une suspension pour 3 ans. Réponse A. Merci. Une maladie altère ma vision de nuit. Mon permis peut être valable uniquement pour conduire de jour. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, je vais dire la réponse oui. Ça doit être marqué conduite de jour uniquement. Mais je suis quand même scandalisé par le fait qu'on puisse conduire avec un œil qui a 1 sur 10 d'acuité. Je trouve ça scandaleux. Bah non, mais c'est 1 sur 10. Tu peux avoir un œil avec 1 sur 10. Correction comprise du moment que tu as un œil qui voit au-dessus de 5 sur 10. Enfin, tu vois que dalle et t'as le droit de conduire. Mais c'est super dangereux. Pourquoi t'as mis un poisson? Pourquoi t'as mis un poisson? C'est vrai qu'il est marrant. Ça fait Animal Crossing. Certains problèmes de vue ne sont pas compatibles avec la conduite. Par exemple, si la vision pour l'ensemble des deux yeux est inférieure à 5/10 après correction, la conduite est interdite. C'est un médecin agréé qui se charge de ce contrôle. Par contre, si vous êtes Certaines diabétique, personnes on vous peuvent embête avoir pour une passer le vision permis, hein. suffisante pour conduire de jour, mais ont une vision de nuit très insuffisante. Une vision trouble, une tache sombre ou une très grande sensibilité à l'éblouissement par exemple. Dans ce cas, le médecin agréé peut n'autoriser la conduite que de jour. Le permis de conduire mentionne cette restriction sous la forme d'un code indiqué sur le permis de conduire, destiné à informer les forces de l'ordre en cas de contrôle. Réponse A. C'est ta mère qui a des difficultés pour conduire la nuit. Oui. Elle peut pas conduire la nuit. Elle a pas le droit ou elle n'y arrive pas? Elle y arrive pas. Et je Donc- crois que par rapport à sa vue, c'est pareil, si elle se fait arrêter de nuit. Ça passe pas. Bah en fait là ça dit juste le médecin référent. C'est ça, c'est le médecin référent. Un médecin agréé. Le médecin agréé peut dire conduite de jour uniquement. Et il le reporte sur le permis. S'il l'a pas dit, elle a le droit. Hein. Et du coup, bah, ça veut dire que le boulot est pas fait correctement. Mais je crois que quand ils ont voulu la muter à Évreux, Ouais. elle a fait faire un mot de son médecin pour dire que non, elle ne pouvait pas travailler à Évreux parce qu'elle ne pouvait pas conduire de nuit. Mais ça n'apparaît pas sur son permis. Donc elle a bien négocié le truc. Bon après, le mieux c'est qu'elle conduise pas de nuit tout court. Hein. On est d'accord. Encore un... Clément, c'est vraiment pareil. Ouais, ouais. Encore 7 sur 10. Ah, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Allez, je sens bien une question sur les caravanes. À 120 km/h au lieu de 130 km/h, je réduis
Ma consommation de carburant? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'émission de gaz carbonique de ma voiture? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Et d'aucuns diraient que quand on roule à 0 km/h, on consomme encore moins de carburant. Oui, on consomme moins de carburant. Est-ce qu'on consomme aussi moins de gaz carbonique? Bah, je crois que oui, ça va dans les deux sens. C'est l'éco-conduite. Circuler à 120 km/h au lieu de 130 n'allonge pas sensiblement le temps de parcours. Sur 1 heure, cet allongement est de 4 minutes au maximum. En revanche, l'économie de carburant n'est pas négligeable. La consommation baisse en moyenne d'1 litre au 100 km. Moins de carburant consommé, c'est aussi moins de CO2 rejeté, donc moins de pollution dans l'atmosphère. Réponse A et C. Et on est d'accord que les gens ne feront pas forcément attention parce que 1 litre tous les 100 km, ça fait une économie qui est quand même suffisamment faible pour que les gens se disent « Oh, c'est bon, je vais économiser 4 minutes ». Alors que si l'essence était beaucoup plus cher, les gens y feraient plus attention. Enfin, je crois que la conduite à plusieurs, le covoiturage et tout ça, ça fait faire beaucoup plus d'économies que juste passer de 130 à 120. Le frein à main ou frein de parquage est utile uniquement pour stationner dans les rues en pente. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Mais non, le frein à main ou frein de parquage est utile uniquement pour stationner dans les rues en pente. Bah non, on le met quand on est à l'arrêt. Le frein de parquage ou frein de stationnement, frein à main, permet l'immobilisation totale et durable de la voiture. Il peut servir à éviter de reculer dans une côte, pour démarrer ou lors d'un stationnement, dans une descente, pour stationner, mais je dois aussi le mettre chaque fois que je quitte mon véhicule, même si c'est sur terrain plat. On le voit, le frein à main a de multiples usages. Réponse B. Ah oui, en fait, le transfert de masse... Le mec qui a pas le permis qui va parler de ça. En fait, on met un gros coup de freinage avant le virage, on tourne légèrement dans le sens inverse du virage, puis d'un seul coup on pivote on tourne très vite dans l'autre sens. Le transfert de masse fait que l'arrière de la voiture va prendre le virage tout de suite, et ensuite on met un gros coup d'accélérateur vers l'avant. Bah oui, un coup d'accélérateur c'est forcément vers l'avant. On met un gros coup d'accélérateur pour s'engouffrer dans le virage, et si jamais on tourne pas assez, on peut aussi mettre un coup de frein à main dans ce moment-là pour partir en glissade. Voilà. Merci Dirt Rally. Ouais, mais je ne ferai pas faire ça à l'examen, sinon ça va mal se passer. Ce panneau indique la proximité d'un atelier de réparation de véhicules. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un dispositif de contrôle et d'ajustement de la pression des pneus. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Mais si ça fait des étincelles, c'est normal, hein, Nigel Mansell, ça faisait pareil. En plus, ça aurait été parfait parce que j'ai passé le permis le seul jour de ma vie où j'ai conduit où il avait gelé. Oh la vache. D'accord. Ce panneau indique la proximité d'un atelier de réparation de véhicules. J'ai jamais vu ce panneau, hein. Atelier de réparation de véhicules. Bah, il n'y a pas de panneau de garage. Un dispositif de contrôle et d'ajustement de la pression des pneus. Oui, bah ça doit être sur les aires d'autoroute. Moi, les aires d'autoroute, à part les pipi rooms et la machine à café. Oui, on dirait que ça, c'est pour gonfler les pneus. Oui, voilà, c'est ça. Ce panneau m'indique un dispositif de vérification et d'ajustement de la pression des pneus en libre service et gratuit. Un atelier de réparation, c'est-à-dire un garage mécanique, serait signalé par un panneau représentant une clé anglaise, un outil. Réponse B et C. Bah oui, avec ton bébé. Donc, un panneau garage, il y en a bien. Hein. Un atelier de réparation, garage mécanique sera signé par un panneau représentant une clé anglaise. Ok. Entre parenthèses, un outil. Oui, bah j'avais compris. Vous n'avez pas compris que c'était pas de la crème anglaise. Le type de carburant à utiliser est toujours indiqué dans la trappe à carburant. Réponse A. Généralement indiqué dans la trappe à carburant. J'ai jamais fait Réponse le point, moi. B. Le type de carburant utilisé est toujours indiqué dans la trappe ou généralement indiqué dans la trappe? Je dirais généralement indiqué dans la trappe, mais sinon c'est marqué sur la carte grise. C'est ça? Ouais, c'est ça.
En général, le type de carburant à utiliser est inscrit à l'intérieur de la trappe à carburant, mais pas toujours. Ah bah on pif dans ces cas-là. Alors, tant quand pis, hein. j'emprunte une voiture ou que je la loue, je dois impérativement m'en préoccuper avant de Pour partir. le moins cher. En particulier, si c'est une voiture essence, puisqu'il en existe c'est au sûr. moins 3 types, et qui ne sont pas forcément interchangeables selon la motorisation et l'année de construction. Réponse B. Bon, bien. Voilà, ça va être non. Ah non, je suis sur la voie de bus. Oh, mais c'est pas... À tes souhaits. C'est pas possible, ça. Je suis bien placé. Ah, Oui. ça va pas du Réponse tout. A. Oh. Non. Réponse B. J'entre dans une voie réservée aux bus, comme cela est inscrit au début de la voie. Si cette voie leur est réservée, c'est qu'aucun usager n'a le droit d'y circuler, à part les cyclistes dans certains cas. Je ne suis donc pas bien placé. Enfin, Je dès dois que changer possible, de il y a une voie voiture dès dans que le possible. Réponse B. En panne sur l'autoroute, je revêts un gilet de sécurité, puis je quitte ma voiture. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois mettre en place un triangle de présignalisation. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ça va, on s'en sort bien. On est en panne juste à côté du téléphone. Enfin, je pense que la bagnole s'est arrêtée pile à cet endroit-là pour pouvoir passer le coup de fil plus facilement. Ce qui est plus sécurisant parce que s'arrêter à 400 mètres d'un téléphone d'urgence sur l'autoroute, ça doit être grave l'angoisse. En termes de durée de vie, ça doit être réduit. C'était une séance de vie de quelques minutes. Quelques minutes, ouais bah t'arrives pas au téléphone quoi. Je revais, oui et oui. Ah j'en mets pas, ah bah non on met pas de triangle, je suis trop bête moi. Je dis qu'on va... pas sur Hors l'autoroute. agglomération, si je dois immobiliser ma voiture sur l'accotement ou sur la bande d'arrêt d'urgence, je dois revêtir un gilet haute visibilité avant de quitter ma voiture. Et si j'en ai plusieurs à bord, je demande à mes passagers de s'en équiper également. Ensuite, tout le monde doit descendre de la voiture et s'éloigner des voies de circulation. Je place aussitôt un triangle de présignalisation à 30 mètres minimum pour signaler mon véhicule. Le triangle doit être visible de loin, donc je ne le place pas juste après un sommet de côte ou dans un virage. Mais attention, pas dans ce cas. Lorsque je suis immobilisé sur l'autoroute, je ne mets pas de triangle. Bon, bah, moi, je La suis vitesse mort, hein. élevée des autres véhicules le renverserait et pourrait même le transformer en J'ai projectile. essayé mais... Réponse Ah, A et D. ok. Lorsque j'appelle les secours, je raccroche quand j'estime avoir donné toutes les informations. Réponse A. Je raccroche uniquement si mon correspondant m'invite à le faire. Réponse B. C, j'ai joué à Pokémon Go et je n'ai plus de batterie, c'est dommage. Être témoin d'un accident ou arriver juste après est un événement stressant. Alors, si je dois alerter les secours, je risque de faire une erreur qui pourrait avoir des conséquences graves, comme par exemple oublier de préciser le nombre de victimes, leur état, les dangers liés à la configuration des lieux, ou encore tout simplement oublier de préciser l'endroit exact où s'est produit l'accident. Alors, lorsque je donne l'alerte, je ne raccroche pas tant que mon correspondant ne m'a pas demandé clairement de le faire. Réponse B. Surtout qu'avec le stress de la situation ou le... Comment on appelle ça là oui, l'anxiété due à la nouveauté de la situation, on peut oublier des choses fondamentales qu'on n'oublierait pas si on n'était pas stressé. Donc oui, faut bien écouter les... Faut appeler, écouter, Je peux stationner. Avant cette signalisation, oui. Réponse A, non. Réponse B. Après cette signalisation, oui. Réponse C, non. Réponse D. Mhm. Ouais. Il t'avait maintenu en ligne pour les gestes suivants pour être sûr que tu les ferais bien et... Ouais, bah ouais, puis il m'avait demandé, oui, machin, vous la mettez de côté, machin. Ouais, la PLS quoi. Ouais, c'est ce que j'ai vu, je suis ouais, la PLS. Oui, c'est ça. Ah, c'est pratique, tous ces jeunes étudiants qui connaissent la PLS. Je peux stationner, bah non. Ce panonceau a la même signification que le panonceau rappel. Il m'informe donc que le stationnement est interdit avant et après le panneau. Réponse B et D. A la même signification que le panonceau rappel. Ah ouais? Ça veut dire qu'il y en avait déjà un avant?
Ah bah oui, puisque on n'a pas le droit de stationner avant, donc c'est qu'on est déjà au courant. Oui, je suis bête. Le fonctionnement de la climatisation augmente. La consommation de carburant? Oui. Réponse A. Pardon. Non. Réponse B. Désolé. Les émissions de CO2? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Elle mange rien parce que... Elle dort. Oh là là, bah ouais, mais elle a fait la chouille toute la nuit là. Elle a pas dormi jusqu'à 7 heures, alors tu m'étonnes qu'elle mange pas là. Ouais, ça consomme de tout, c'est pas magique. La climatisation oui, a besoin comme tout dans la d'énergie pour voiture. fonctionner. Son énergie provient du moteur de la voiture, ce qui lui demande un effort supplémentaire. En conséquence, la consommation de carburant augmente. Étant donné qu'il y a un lien entre consommation de carburant et pollution, les émissions de CO2 du moteur sont plus importantes lorsque la climatisation fonctionne. Réponse A et C. Si je regarde le levier lorsque je change de vitesse, je risque de faire un écart de trajectoire, oui. Réponse A, non. Réponse B, de réagir trop tard, oui. Réponse C, non. Réponse D. Ça par exemple, pourquoi dans les auto-écoles il n'y a pas un système où on peut... après il y a peut-être, hein, mais je sais pas s'ils y ont pensé, la possibilité de s'exercer... Ah Lison, tu me mets de la flotte partout. Oh, c'est pas possible. T'as mis le gobelet par terre. Tu l'as ouvert, t'as renversé l'eau et tu l'as balancé par terre. Et bah tu te débrouilles. Non, on laisse là. Tu assumes. T'es un grand garçon, tu assumes. C'est n'importe quoi. C'est de pouvoir avoir un levier de vitesse et un embrayage. Un pédalier quoi. Sur lequel on peut s'exercer à froid, sans voiture, simplement pour avoir le timing. Pour gérer le timing des trucs et pour pouvoir gérer le levier de vitesse sans avoir à monter dans une voiture pour le faire absolument. Je crois qu'il y en a qui ont des simulateurs. C'est vrai. Et c'est les simulateurs avec baquet et tout quoi, tout embarqué. Je sais pas, jamais essayé. Parce que ça, ce serait déjà très bien. Hein. Donc voilà. Hop. Le regard a une influence considérable sur la trajectoire. En effet, le conducteur dirige naturellement sa voiture vers l'endroit où il regarde. C'est pour cela qu'il ne faut jamais fixer son regard sur un obstacle que l'on veut éviter ou dépasser, mais regarder à l'endroit où l'on veut passer. Alors, si je quitte la route des yeux pour regarder mon levier de vitesse, cela aura pour conséquence immédiate de dévier ma trajectoire vers la droite. Autre conséquence logique, si un danger survient pendant que je quitte la route des yeux, je réagirai bien évidemment plus tard, voire trop tard. Réponse A et C. Ah, mais du coup, ça explique beaucoup de choses. Ça explique pourquoi, quand on passe sur un passage piéton avec le feu vert piéton à Rion, les voitures qui grillent le feu rouge, au lieu de nous regarder, elles regardent tout droit en mode « J'ai pas vu le piéton, c'est pour pas nous écraser qu'elles font ça. » Eh, ben oui, je viens de comprendre. Bon, 9 sur 10, tout ça parce que je suis mort sur l'autoroute avec le coup du triangle. Dommage. Après, c'est sûr que regarder le levier de vitesse, ça sert à rien. C'est comme regarder la manette sur Cooksir. Hein. J'entre sur le réseau autoroutier. Réponse A. Je suis sur le réseau autoroutier. Réponse B. Je quitte le réseau autoroutier. Réponse C. On est encore sur l'aire de repos, donc on est sur le réseau autoroutier. Bien sûr, ce panneau n'indique pas la fin d'une agglomération. Le panneau serait à fond blanc. Il indique que je quitte une aire de repos située sur le réseau autoroutier. Donc que je circule déjà sur l'autoroute. Bah oui. Réponse B. On va faire le rototo, ma belle, maintenant. Hein. Oh, oui, on va faire un beau rototo. Hop là. Il m'a dit confiance, t'as bien pris le temps qu'il fallait pour manger correctement. Donc maintenant... Quoi? Lison, viens par là. Oh là là, Lison, c'est pas pratique là. Oh, c'est pas vrai, tu fais pas d'effort là ce matin. À droite de ma voie, mais pas trop, sinon c'est la bande d'arrêt d'urgence. Les deux roues motorisées sont autorisées à circuler entre les deux fils les plus à gauche lorsque la circulation est dense et ralentie.
Elle s'applique uniquement sur la chaussée à sens unique si la limitation de vitesse est de 70 km/h ou plus. La vitesse des motos qui circulent entre les fils ne doit alors pas excéder 50 km/h. Genre. Ici, des motos pourraient donc passer sur ma gauche entre les fils. Je serre donc à droite pour faciliter leur progression. Pour rappel, la circulation interfile est autorisée dans le département des Bouches-du-Rhône, en Gironde, en Île-de-France et en Rhône-Alpes uniquement. Ah ouais. Réponse B. La circulation interfile pour les 2 roues motorisées, qui est limitée à 50 km/h, est autorisée dans les départements des Bouches-du-Rhône, en Gironde, en Île-de-France et en Rhône-Alpes uniquement. Mais doucement. Ah ouais. Mouah. Ça fait un beau rototo, ma belle. Bravo. Oh ouais. Il y a Mélusine qui bavouille. Non mais Mélusine, elle a rien mangé et elle dort. Elle a rien mangé et en plus elle est limite en train de déborder là. Bravo ma choupinette. Oui, t'as bien mangé, t'as fait un beau rototo. Et toi t'as dormi cette nuit au moins, c'est bien. Voilà, nous c'est ça qu'on aime, c'est le beau jeu. Généralement, ce panneau interdit l'accès aux véhicules à moteur uniquement. Réponse A. Salut, Concerne Rakuten. tous les véhicules, motorisés ou non. Réponse B. S'applique dans les 2 sens de circulation. Réponse C. Comment vas-tu? Interdit accès aux véhicules à moteur. Concerne tous les véhicules motorisés ou non. S'applique dans les 2 sens de circulation. Bah non. Le truc c'est que en ville, un panneau sens interdit, il y a souvent un panneau sauf cycle qui est ici. Du coup, est-ce qu'il y a un piège? S'il n'y a pas marqué sauf cycle, je crois qu'il y a quand même une possibilité parfois. Bah ça va, un peu fatigué puisque Mélusine n'a pas dormi. Mélusine s'est réveillée, n'a pas dormi jusqu'à 7 heures. Donc ça a été un peu douloureux. Je vais être bête et méchant, je vais dire que ça concerne tous les véhicules, sachant que j'ai bien conscience que en général il y a le panneau sauf cycle qui apparaît là. Je crois que non, tous les véhicules c'est un autre panneau, c'est pas celui qui est le cercle. Attention Lisandre, c'est le cercle rouge sur fond blanc. C'est pas celui-là qui est interdit à tous les véhicules. Ouais. Enfin, non, c'est... ça clique dans les 2 sens de circulation en fait, le rouge. Ah oui, donc je Ça fais. veut dire que non seulement tu n'as pas le droit de passer, mais qu'en plus tu ne verras pas une autre voiture arriver Ouais. dans l'autre sens. C'est interdit de circuler sur la voie. Ouais. Je dirais plutôt maux de ventre, colique, et puis besoin de câlin à 3h du matin. Mon avis, c'est ça. Du coup, j'hésite entre la A et la B. En plus, c'est le généralement. Je vais rester sur ça. Oh, c'est pas vrai. Quand j'hésite, de toute Ce façon, je me panneau trompe, hein. interdit l'accès à tous les véhicules, motorisés ou non, camions, cars, voitures, motos, vélos. Seuls les piétons et assimilés sont autorisés à passer. Cette interdiction s'applique dans un seul sens de circulation. La route est à sens unique et généralement signalée comme telle par un panneau d'indication installé à l'autre extrémité de la rue. Réponse B. Ok, donc en gros, oui. S'il n'y a pas le marqué le sauf cycle, je réfléchis pas et je réponds ce qu'il me demande. En circulant moins vite, je fais plus de kilomètres avec un plein de carburant? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je prolonge l'espérance de vie de mon moteur? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ouais, bah ouais, à 5, plus les 2 chats, parce que des fois les chats ils s'y mettent, hein. Quand ils voient que c'est un peu le... Quand ils voient que c'est un peu Bagdad, des fois ils en profitent en mode comme dans une manif. T'as 2-3 casseurs qui arrivent et qui mettent le dawa. Tu peux soit baisser le son du jeu ou augmenter ta voix? Oui, je peux même alors augmenter la voix, je vais pouvoir le faire un petit peu. Comme ceci, voilà. Ah mais oui. Oh mon dieu, j'avais laissé le volume à fond. J'avais baissé la musique dans le menu. Là, ça devrait être mieux. Ouais, là, ça devrait être mieux. Merci. En circulant moins vite, je fais plus de kilomètres avec un plein. Oui, je prolonge l'espérance de vie de mon moteur. Oui, certainement. En réduisant ma vitesse, en particulier sur l'autoroute, Là, ça je devrait être réduis ma consommation de carburant.
Ce qui veut dire qu'avec la même quantité de carburant, un plein, je réalise une distance plus grande. Mais combien plus longtemps? Mais je prolonge aussi la vie de mon moteur, puisque je lui demande un travail moins intense. Et cela va bien au-delà du moteur. Les pneus et les plaquettes de frein, par exemple, durent aussi plus longtemps. Réponse A et C. Ok. Si un motard est blessé dans un accident, il est préférable de lui ôter son casque pour l'aider à respirer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bah non, on attend les secours et puis on les laisse gérer. Le casque d'un motard ne le gêne pas, en principe, pour respirer. Bah En ouais. revanche, il permet peut-être de maintenir une éventuelle fracture du crâne en place. C'est pourquoi c'est au secours de lui retirer s'il le juge opportun, et avec beaucoup de précautions. En général, il le découpe. Et si le motard est conscient et décide de le retirer lui-même, mieux vaut tout faire pour l'en dissuader jusqu'à l'arrivée des secours. Réponse B. Quoi? Il découpe le motard? Pardon. Ce panneau m'informe que je vais traverser une voie de chemin de fer. Si je tourne à droite, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si je vais tout droit, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Si on tourne à droite, on va croiser une voie de chemin de fer, enfin pas une barrière. Ça c'est Ce facile. panneau m'indique un passage à niveau à proximité. Je le franchirai uniquement si je tourne à droite à la prochaine intersection, comme le laisse entendre le panneau. Mais attention, si le passage à niveau est fermé, je peux m'attendre à ce que l'intersection elle-même soit perturbée, à cause de véhicules qui attendent de pouvoir passer. Réponse A et D. On sait très bien qu'ils sont passés juste avant et que quand ils ont vu que ça clignotait, ils ont accéléré. C'est pas mal de jouer au Yahtzee avec les duplos, ça fait pas du tout de bruit, mais c'est rigolo. En circulation, il est préférable de regarder l'écran du GPS. Assez longtemps, une bonne fois pour toutes. A. En plusieurs fois, brièvement. Et- Vaut mieux plusieurs fois brièvement, surtout quand on regarde mal. hein. Une fois le GPS programmé, Surtout à quand on n'a pas l'arrêt, le... il est bien sûr nécessaire de Sans consulter orientation. l'écran de temps en temps pour confirmer la route à suivre, même s'il faut privilégier le guidage vocal qui permet de garder les yeux sur la route. Pour regarder l'écran du GPS, il ne faut pas quitter la route des yeux trop longtemps. Ainsi, il est préférable de regarder l'écran à plusieurs reprises, mais brièvement. Se tromper de direction n'est pas dramatique. Avoir un accident, ça peut l'être. C'est bien ce que Réponse ça fait, B. non? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un grand carré avec ces quatre petits carrés. Waouh, mais oui, c'est très bien. Bah oui, tu deviens créatif avec tes duplos. Ça fait un boucan d'enfer, en effet, mais c'est très bien. Très bien, chaton. L'équipement signalé par ce panneau me permet de contacter directement un dépanneur, oui. Réponse A, non. Réponse B, mon assureur, oui. Réponse C, non. Réponse D. Alors là, j'en ai strictement aucune idée. Est-ce que ça contacte directement l'assureur? Ça m'étonnerait. D'un autre côté, si c'est lui qui envoie l'assistance, je serais tenté de dire que non, ça envoie un dépanneur et après on se débrouille. Par contre, si on veut avoir directement une presta particulière, on appelle Europe Assistance. Je dirais ça. Ah bah non, ça appelle rien. Ça appelle qui? Ce panneau comporte le symbole d'un téléphone, mais il comporte surtout la mention SOS. Il ne s'agit donc pas d'un téléphone Oui, bah public, appelle-moi avec lequel je Teubé pourrais aussi. joindre n'importe qui, un ami, un dépanneur ou mon assureur. Ce téléphone est en fait un poste d'appel d'urgence qui me permet uniquement d'être Oui, en qui va contact appeler un avec dépanneur. une Vas-y, personne fous-toi de chargée moi. d'organiser une assistance, médicale ou mécanique. Réponse B et D. Ah. Non, mais en fait, ça c'est un numéro que vous pouvez appeler qu'un mec qui va vous prendre des cours de tennis. Non, mais je sais bien qu'il t'appelle pas n'importe qui. Bon, après, c'était le principe de la question. Bon, RIP. L'état des amortisseurs peut avoir des conséquences sur la tenue de route. Oui. Réponse Ouais, les gros A. ressorts là. Non. Réponse B. Les distances de freinage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Oui, ça peut jouer sur les distances de freinage si la route est pas totalement plate et sur la tenue de route, bah ça paraît cohérent. Ouais. Les amortisseurs ne sont pas de simples accessoires de confort. Ils servent surtout à plaquer les 4 roues au sol, même si la route est dégradée.
S'ils sont en mauvais état, la liaison entre les pneus et la route se fait moins bien, ce qui a des conséquences sur la tenue de route et l'allongement des distances de freinage. Le problème, c'est qu'ils se dégradent lentement et que le conducteur s'habitue à ces défauts et donc ne se rend pas compte qu'ils sont usés. C'est pourquoi il est important de les faire contrôler périodiquement et de les changer entre 70 000 et 150 000 km en moyenne, selon ce qui est indiqué dans le carnet d'entretien de la voiture. Réponse A et C. Les ressorts ne sont pas les amortisseurs, mais les amortisseurs sont des sortes de ressorts. C'est ça, hein. Les changer entre 70 et 150 000 km. D'accord. Par rapport à une route sèche, la distance de freinage peut presque doubler sur route mouillée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, je dirais que ça va être le double. En plus, là, il a dépassé un tracteur. Non plus. C'est plus compliqué que ça. Oui, puisque en fait, le ressort, il peut amplifier, alors que là, l'objectif, c'est de restreindre. C'est pas d'amplifier le truc, c'est de maintenir une cohérence par rapport à la route. D'éviter d'avoir une roue qui ne soit plus en contact avec la route. Alors qu'un ressort, lui, il va absorber, mais il peut aussi renvoyer. Enfin, oui, je vois le principe. La distance de freinage peut presque... Oui, bah oui, on a dit oui. Lorsqu'il pleut, le temps de réaction n'évolue pas sensiblement. En revanche, surtout si l'on n'a pas d'excellents pneus, de bonne qualité et pas trop usés sur sa voiture, la distance de freinage est considérablement allongée, jusqu'à doubler dans certains cas. Réponse A. De toute façon, sur route mouillée, le mieux, c'est les pneus bien lisses. Hein. C'est comme ça glisse mieux, ça fait interville. Bon, bah là, tu peux même plus faire d'aquaplaning puisqu'il n'y a pas de rainure. Tu glisses. Wouh. Numéro 15, 2 étoiles nécessaires. Ah oui, j'ai tellement été nul que... Oh là là, j'ai tellement été nul qu'il faut que je refasse des trucs là. C'est qui? Oh là là. Bon, on va en refaire un ancien, on va voir si je me suis bien... Ça, faudra que je le refasse hors connexion. Hein. Parce que c'est des questions qu'on a déjà eues. Sur certains véhicules, le passage des feux de croisement J'ai aux déjà feux oublié de la route réponse. et inversement est automatique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bah ça, je m'étais trompé, c'est sûr. Certains véhicules gèrent automatiquement le passage des feux de Ok. croisement en feu de route et Donc inversement. ça, on l'a déjà fait, donc on va Dans le ce faire cas, très il y a une vite. position dédiée sur la commande d'éclairage qui Voilà. représente le... Ouais, merci madame. Je circule sur la 75, Voilà, on va le faire vite, puisqu'on l'a déjà fait. Je ne veux pas perdre de vue mes amis qui... C'est vraiment pour débloquer le 15e monde. Hein. C'était quoi le titre? Je l'ai loupé le titre. C'était quoi? J'ai un Ça jerrycan marche. plein d'essence pour ma tondeuse. Je suis considérée... Ça, je m'étais trompé aussi. J'avais dit que oui. ce feu me concerne. Oui, réponse A. On n'est pas un bus. On va faire vite parce Je qu'on l'a dépasse déjà fait. le cycliste. Oui, réponse Bon, après, A. c'est un peu triste hein, comme titre. Ouais, j'avoue. Je vais y participer. L'essuie-glace arrière et le désembuage de la lunette arrière Ah, est-ce que je s'activent m'étais trompé généralement sur ça? avec une même commande. Réponse A. Avec deux commandes séparées. C'est deux commandes séparées. Réponse B. Chaque année, sur la route, Ça, c'est bon, j'avais trouvé. cette balise m'informe sur le réseau sur lequel je circule. Réponse A. L'altitude à laquelle je me trouve. Réponse B. Voilà. Et là, j'ai débloqué ma petite étoile en plus. Voilà. C'est bien, j'avais bien mémorisé. Et là... Ah mais non, c'est bon en fait. J'avais pas besoin. Ok, je maîtrise pas encore. Bon, ça sera la dernière salve de questions. Il y a 20 questions. Et je vais encore avoir des questions sur la conduite accompagnée. En mode gros signaux de fumée. Ouais, t'as pas fait la conduite accompagnée? J'ai toujours voulu la faire et... Voilà. Si j'installe un enfant à l'avant, l'airbag constitue pour lui une protection supplémentaire. Les gamins, c'est à Réponse l'arrière. Hein. A. Un danger. Réponse B. Jusqu'à 10 ans, je crois. Ouais, un truc comme ça, ouais. Et puis, c'est dos à la route. Les premiers, Un airbag situé à l'avant ne constitue une protection que pour un passager adulte.
Un enfant, situé plus bas et plus près du tableau de bord, risque des lésions graves dues au déclenchement de l'airbag lui-même. Et on parle même pas d'étouffement. C'est pourquoi il faut impérativement déconnecter l'airbag lorsque j'installe Ah un non, on enfant à peut l'avant. installer Et un s'il enfant n'est à pas l'avant. possible de le neutraliser, je ne fais jamais voyager un enfant de moins de 10 ans à l'avant, même pas sur un petit parcours. Ok, d'accord. Réponse B. C'est pourquoi il faut impérativement déconnecter l'airbag lorsque j'installe un enfant à l'avant. Et s'il n'est pas possible de neutraliser l'airbag, pas d'enfant à l'avant, s'ils ont moins de 10 ans. Ok. Ok. Ce panneau m'informe que je peux continuer ma route jusqu'à l'ourson. Oh. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Super bannière. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. C'est fermé après l'ourson. Donc non, on peut pas... Fermé après l'ourson. On peut aller jusqu'à l'ourson. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à super bannière? Ah non, c'est fermé. Donc non. Ce panneau m'informe de l'état de la route jusqu'à Super Bannière. La route est ouverte jusqu'au lieu dit l'ourson, puis fermée ensuite. Impossible et interdiction d'aller plus loin, même si j'équipe mon véhicule de chaîne à neige. Réponse A et D. Ah non, pas encore les chaînes. Hein. Moi, je les mets tout le temps, surtout quand il n'y a pas de neige. Pas de questions sur les chaînes, s'il vous plaît. Par contre, sur les freins à main, c'est bon. Hein. Les freins à main dans les virages, j'ai bien compris. Ça, c'est maîtrisé. La circulation est ralentie, j'ai eu mes feux de détresse. Je serais tenté de dire que oui. Parce que là, on est sur une voie à 110 et on roule clairement pas à 110. Hein. La circulation est ralentie. J'allume les feux de détresse. Oui. Réponse A. Il me semble bien. Non. Réponse B. Il me semble bien. Là, il y a un panneau, mais pour indiquer le ralentissement et pas juste le rétrécissement de chaussée, il faut mettre les feux de détresse. Sinon, on se fait rentrer dedans. La voie de droite est supprimée, ce qui ralentit la circulation. Mais l'usager derrière moi a-t-il bien perçu le véhicule qui neutralise la voie? A-t-il perçu le ralentissement? Ce n'est pas certain. Pour éviter une collision, j'allume les feux de détresse de ma voiture, ce qui aura pour effet de mieux attirer son attention que les seuls feux stop, surtout lorsque la luminosité est forte comme ici. Réponse A. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de poser mes usines et une demi-seconde après, elle a fait un coup. Allez, pour l'instant, tout va bien. Ce panneau impose de tourner à Oui, droite. c'est Oui. une déviation. Réponse A. Non. Réponse B. Et il n'y a pas de panneau en dessous indicateur de la distance, donc c'est une déviation maintenant. Hein, quoi? Mais non, mais... Non, c'est pas ça! Ce panneau jalonne une déviation. Celle-ci permet de contourner une route barrée sans perdre son itinéraire. À Ah, lui faut que ce soit seul, marqué route ce panneau barrée. n'impose pas de direction. Je ne suis pas obligé de suivre une déviation si aucun autre panneau ne me Hmm. l'impose, comme un sens interdit par exemple. Réponse B. Ok. Ah, moi, je vois un panneau, je tourne. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, du coup, Tu sais, je me dis, bon, allez, cette fois-ci, je vais faire une série sans erreur. Quatrième question, et paf. C'est reparti. Les zones de rencontre sont autorisées. Ah, le truc à qui est tous pas les respecté à véhicules. Rion. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sont toujours limitées à 20 km/h. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, les zones de rencontre, c'est une question de priorité vélo-piéton. Mais en soi, tout le monde peut y aller. Est-ce que les camions, ils peuvent y aller? Bah oui. Par contre, à Rion, c'est 30 km/h, hein, je crois. Oh, mais c'est pas 30 km/h à Rion, Je sais pas. la zone de rencontre? Mais ça se trouve, c'est moi qui fais une erreur. Les zones de rencontre sont signalées par ce panneau. Il indique que le quartier peut être fréquenté par des voitures, des vélos et des piétons qui sont prioritaires. Lol. Mais en fait, tous les usagers sont autorisés à y circuler. La limitation de Oh, vitesse je est la punaise. même pour tous dans tous les quartiers concernés, 20 km/h. Réponse A et C. Ah, là, il y a eu un bug, là. Ah oui, il y a eu un bug. Ouais, ils ont répété 3 fois la même chose. Pour tous dans le quartier, 20 km/h. Ok, bah, très bien. Si seulement c'était respecté par 2-3 énergumènes, ils sont pas nombreux, la plupart des gens respectent, mais il y en a 2-3 qui respectent pas, et surtout la priorité des piétons, enfin, c'est pas respecté.
c'est pas du tout respecté. Avant de quitter mon véhicule, je vérifie. Le bon serrage du frein de parking? Oui. Réponse Oh A. mais... Non. Réponse B. Qu'aucun objet convoité n'est visible? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Enfin bon, il n'y a pas besoin que ce soit visible. Hein, ils ouvrent la boîte à gants, ils prennent la paire de Ray-Ban, ils s'en fichent. Avant de quitter le véhicule, je vérifie le bon serrage du frein de parking. Ouais, le frein à main, quoi. Donc oui. Il y a quelques précautions à prendre systématiquement avant de quitter une voiture. D'une part, s'assurer que le frein de parking, le frein à main, aussi appelé frein de parquage, est correctement serré, même s'il s'agit d'une voiture automatique et que le sélecteur est sur P. Frein à main, même Ensuite, sur automatique. vérifiez Ok. que toutes les vitres Lisons, sont tu remontées laisses. totalement. Voilà, tu laisses, Vérifiez laisse. aussi qu'aucun Laisse, objet convoité n'est arrête. visible. Arrête, tu Portefeuille, laisses. sacoche d'ordinateur, GPS, y compris sa ventouse, ou téléphone. Puis, après être descendu, je m'assure que les portes sont bien verrouillées. Réponse A et C. Enfin, les GPS à 20 balles qui sont vendus chez EasyCash, ça va encore. Quoique, des fois, faut pas chercher. Hein. Parquage où? Dans quel pays? On est d'accord, hein, le frein de parquage, c'est peut-être québécois, je sais pas. Ou en Belgique. Après être descendu, je m'assure que les portes sont bien verrouillées. En s'assurant aussi qu'on n'a pas oublié les clés à l'intérieur. Il y a des voitures comme ça. Mais comment on... Techniquement, comment on peut oublier ces clés à l'intérieur de la voiture? C'est quand c'est automatique? C'est quand la fermeture est automatique? Ou quand il y a... Oui... Parce qu'il y a des voitures qui sont protégées de ça aussi. Si elle détecte la clé à l'intérieur, elles peuvent pas se verrouiller, quoi, en mode... tu peux pas te faire avoir. Oh, c'est tellement abstrait pour moi, tout ça. Cette technologie que j'ai jamais pratiquée. Ce panneau indique une entrée d'agglomération, réponse A, un lieu-dit, réponse B, un cours d'eau, réponse C. L'Ariou-Médou. Ariou-Médou. C'est un cours d'eau, il y a des vagues. Ce panneau a un fond noir. S'il s'agissait d'une entrée d'agglomération, il serait à fond blanc et encadré en rouge. Il ressemble plutôt à une indication de lieu-dit, un petit ensemble d'habitations. Mais sur la gauche de ce panneau, il y a un symbole représentant 3 vagues. Il indique en fait un cours d'eau à proximité et précise son nom. Réponse C. Ok. Bon, ça c'était plutôt gratuit. Tac. Le niveau d'huile est trop bas, réponse A, correct, Il est réponse trop haut. B, trop haut, réponse C. Il est trop haut le niveau d'huile, il faut qu'il soit entre les deux bâtons. Et là, il y a un risque qu'on s'ébouillante ou que ça bousille le moteur. Trop haut, réponse C. Cette jauge permet de contrôler le niveau de l'huile moteur. Les niveaux minimum et maximum Donc, faut sont aspirer repérés avec par une 2 paille. points. Le niveau normal doit donc se trouver entre les deux. Le niveau réel est donné par la De trace préférence quand c'est résiduelle encore très d'huile chaud. C. Je remarque que ce niveau se trouve au-dessus du niveau maximum. Il est donc trop haut et cela peut nuire au moteur. Retirer de l'huile n'étant pas chose facile, Bah ouais. je n'ai pas d'autre solution que de faire appel à un garagiste pour vider le surplus. Réponse C. C'est ce que j'allais dire, si on se rend compte que le niveau d'huile il est trop haut, comment on fait On arrête le véhicule et puis ensuite on attend que ça refroidisse et puis après il doit y avoir... Bah, ouais non. Et après on pompe... avec un truc adapté, ouais. En gros faut pas en mettre trop de base, sinon c'est la misère. Ce panneau donne une indication sur le sens du premier virage, oui, réponse A, non, réponse B, le sens du deuxième virage, oui, réponse C, non, réponse D. Bah, je dirais que oui, puisque le panneau il peut être inversé aussi, on peut avoir un truc comme ça, donc oui, ça nous dit, le profilage de la route, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Ça donne le premier ou ça le deuxième. Ah, c'est du pur code ça, c'est ça? Oui, en gros, comme c'est comme ça, dans ce sens-là, ça veut dire... Gros virage à gauche et ensuite des zigouigouis. Une série de virages dont le premier est à gauche. D'accord, ok. Ce panneau de danger m'informe que je vais rencontrer plusieurs virages successifs Oui. sans en préciser le nombre. Il m'informe que le premier virage tournera à gauche, mais ne donne aucune indication concernant le suivant, qui pourrait lui aussi tourner à gauche.
Réponse A et D. Ok. Donc si je comprends bien, oui, plusieurs virages successifs. Donc contrairement au panneau qui va juste dire attention gros virage à gauche, celui-ci dit le premier tourne à gauche et les suivants faites gaffe, il y en a d'autres. D'accord, ok. Très bien. Et pas ça fait une chicane. Ok, c'est pas une chicane. Oui. En plus c'est logique. Lorsque j'appuie à fond sur la pédale d'embrayage, J'en sais ma rien. jambe doit être J'en sais rien. fléchie, réponse A, semi-tendue, réponse B, bien tendue, réponse C. J'en sais rien, j'ai jamais appuyé sur une pédale d'embrayage. Lorsque j'appuie à fond sur la pédale, alors on va essayer d'être logique. Je dirais qu'elle est à fond, c'est bien tendu. C'est... Ou semi-tendu, j'en sais rien moi. À fond, c'est bien tendu? Non, c'est semi-tendu. Mais j'en sais rien, moi je connais pas ces trucs-là. Je sais que mon siège est bien positionné en appuyant à fond sur l'embrayage que je débraye. Ma jambe ne doit pas être fléchie, pliée, mais elle ne doit pas être elle doit tendue pas être non à fond, plus. sinon on est Je trop ne loin. dois pas avoir besoin de forcer. Attention, Je les suis gens. bien installé si ma jambe est semi-fléchie en appuyant sur cette pédale. Pas tout à fait tendue, mais presque. Ah, pas tout à fait tendu, mais presque. Oui, donc on est bien d'accord. Quand on appuie à fond, faut que ce soit tendu. Si je dis que c'est tendu, c'est que t'es tendu. Non, mais pas trop. Lisandre, oui, mais pas trop, parce que sinon c'est-à-dire qu'on est trop loin, que le siège est mal réglé. Et que si on n'arrive pas à être à fond sur l'embrayage, c'est-à-dire qu'on ne l'est pas non plus sur les autres pédales. Lisandre, si tu veux monter sur moi, évite de m'escalader. Là, t'essayes de mettre la jambe au-dessus de 80 cm de hauteur. Forcément, c'est compliqué, n'est-ce pas? Tu veux écouter la petite voix? Allez, je te mets le casque, tu vas écouter la voix. Hop là. Tu vas entendre le monsieur qui va faire « Ouh, attention !» Combien y a-t-il de virages après ce panneau? 1, 2 ou on sait pas? Et la réponse c'est on sait pas. Si c'est que ça. Ce panneau m'interdit de tourner à la prochaine rue à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Et ça dépend de la taille des bras aussi, oui, pour pouvoir tenir le volant, tout à fait. Ce panneau m'interdit de tourner à la prochaine... Non, il m'interdit pas, mais c'est un cul-de-sac, donc... Donc bah... Après, il faudra faire demi-tour. Ce panneau indique que Ah la non, c'est prochaine pas un rue à cul-de-sac. droite Cul-de-sac, est une c'est pas impasse, poli. aussi appelée voie sans issue. Elle est autorisée à tous les usagers, mais quiconque s'y engage devra faire demi-tour pour en sortir. Et ce n'est pas toujours facile, surtout avec un long véhicule ou si je tracte une remorque. Réponse B. J'ai pas encore eu la question sur les caravanes. Hein. Je dis que ça va arriver. Aïe, tu fais mal, tu fais mal. Ce panneau annonce Aïe. une bifurcation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une sortie. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ça c'est une sortie. Est-ce que ça c'est une bifurcation? Ça c'est une sortie, c'est sûr, oui. Est-ce que ça c'est une bifurcation? Il me semblait que le panneau bifurcation c'était les deux routes qui se... qui se croisaient là. Ah zut, c'est pas obligatoire, donc en gros quand il y a ça, ça se considère aussi comme bifurcation. Très bien, très bien. C'est vraiment panneau l'appellation annonce quoi. deux directions à droite, proches l'une de l'autre. La première n'est pas une sortie, mais une bifurcation vers la 404. La deuxième est bien une sortie, la sortie numéro 3, et elle se trouve après la bifurcation. Pour prendre cette sortie, attention donc de ne pas se tromper de direction et de ne pas mettre le clignotant trop tôt. Réponse A et C. J'étais resté sur le côté, c'est le panneau bleu, à fond bleu, avec les deux routes qui se croisaient, mais non, en effet, c'est complètement logique, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Un bagage volumineux mais léger doit être placé de préférence sur une galerie, réponse A, dans le coffre, réponse B. Alors tout à l'heure, je me suis trompé, puisque les packs d'eau, faut pas les mettre dans le coffre, faut les mettre au milieu du véhicule, par terre. Ça me paraissait pas logique, mais maintenant c'est bon, j'ai retenu. Un bagage volumineux mais léger. Sur la galerie ou dans le coffre? S'il y a la place dans le coffre. Placé sur une galerie, un Oui, objet j'avais pas volumineux pensé à aura ça. pour conséquence d'augmenter la prise au vent de la voiture, J'avais pas pensé. faisant grimper la consommation et rendant la voiture plus sensible au vent latéral. C'est pourquoi il est préférable de le placer dans l'habitacle, et de préférence dans le coffre pour ne pas gêner la visibilité. Son faible poids n'ayant pas de conséquences sur la tenue de route de la voiture, ni sur le réglage de la hauteur des feux. Réponse B.
Alors qu'il suffit de rouler en smart pour avoir une prise au vent déjà délirante. C'est impressionnant, prendre un pont avec une smart. C'est impressionnant. Lisande, tu joues pas avec ça, c'est pas un jouet. Tu laisses. Dépasser ce véhicule comporte plus de risques que de dépasser une voiture. Vrai. Réponse A. Faux. Réponse B. On va dire oui parce qu'il peut faire des arrêts fréquents plus souvent. Que sa vitesse est... Oui. Que sa vitesse est différente de celle du trafic. Et que le mec conducteur peut descendre. Les packs d'eau dans la voiture, du coup les passagers dans le coffre... Bah, j'ai pas compris, mais il disait... des objets lourds, il fallait les mettre... Et un pack d'eau, c'est lourd quoi, ça fait quand même 9 kilos. Il fallait pas les mettre dans le coffre, parce que en cas de freinage d'urgence, ça pouvait... genre, ça défonce le coffre. J'ai pas compris. Il faut les mettre au milieu du véhicule, au sol, pour que ça ne modifie pas le centre de gravité et que ça ne traverse pas l'habitacle. Alors que, bah non, un pack d'eau, bien qu'elle est dans le coffre, c'est sa place le coffre. Mais bon, ça génère apparemment des problèmes de transfert de masse et c'est mal situé. Je clipperai le moment pour qu'on puisse en rediscuter. C'était juste avant que tu arrives en fait, cette question-là. Mais ouais, ça me laisse perplexe. Donc moi j'avais mis dans le coffre, enfin le pack d'eau on le met pas sur la galerie. Et du coup bah non, c'était marqué au milieu du véhicule au sol. Perplexe. Par contre c'est ce que nous on fait avec les meubles et c'est juste parce que ça rentre pas dans le coffre. Lisandre, tu fais encore des bêtises là, tu laisses. Oui, j'ai mis la solution. Non. Ce véhicule est destiné au nettoyage des rues. Il est lent, ce qui devrait rendre son dépassement plus facile, mais il est susceptible de se déplacer sur toute la largeur de la chaussée pour atteindre la zone à nettoyer et de s'arrêter voire manœuvrer assez souvent. D'autre part, son conducteur se trouve généralement à droite du véhicule. Il a donc un angle mort côté gauche important et aucune visibilité vers l'arrière puisqu'il n'y a pas de vitre. Malgré sa faible vitesse, son dépassement est donc plus risqué que celui d'une voiture. Réponse A. Oui, il faut mettre les packs contre le dossier du siège arrière justement pour éviter le transfert de masse. Ouais, donc c'est vraiment ça. Il faut mettre les packs contre le dossier du siège arrière pour les caler. D'accord. Moi je les aurais vraiment laissés dans le coffre. Bon. Bah je note. Merci. Lisandre, tu fais des bêtises. Là j'avais pas pensé au coup de la fenêtre. C'est vrai qu'ils n'ont pas de vitre arrière donc ils peuvent pas regarder. Son conducteur se trouve généralement à droite du véhicule. Ils roulent pas, ils ont pas le volant à droite sur ces trucs là. Non, il va être au milieu quoi. Enfin il va être plus calé là. Dans le coffre contre le dossier. Oui, d'accord. Du siège arrière, oui on est d'accord, oui. Ça me paraît plus cohérent, tout à fait. Comme ça, il bouge pas, il est calé. Et en cas de freinage, bah ça bouge pas, tout à fait. Là, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et je comprends parfaitement. Je mettrai le clip, hein, comme ça tu pourras réagir dessus. Pour voir le trottoir. Eh, j'ai jamais fait gaffe. Ah ouais. Oh. Eh ben j'en aurais... Oui, choupinette. J'en aurais appris des trucs aujourd'hui. Lisandre, tu fais des bêtises là. Allez, encore 6 questions. L'éco-conduite, c'est uniquement veiller à ne pas faire tourner le moteur trop vite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mais non, c'est bien plus que ça. Oh, choupinette. Non, c'est aussi avoir une conduite souple et ne pas réaccélérer à des moments où on sait que ça va servir à rien. C'était la bonne réponse, non? Lisandre, tu écoutes maman. Solution. Pour pratiquer la conduite économique, il faut
effectivement éviter de faire tourner son moteur trop vite. Pour cela, on passe au rapport de vitesse supérieure dès que possible. Dès que possible, d'accord. Mais la conduite économique, ce n'est bien sûr pas que ça. Il faut aussi veiller à l'entretien de sa voiture, bien gonfler les pneus sans excès et surtout anticiper tous les Oui, ralentissements. voilà. Il faut observer loin, large et analyser les situations pour relâcher l'accélérateur le plus tôt et le plus souvent possible. Réponse B. Notamment la gestion au feu rouge et tout ça. Éviter de faire des gros démarrages ridicules. Alors que ça sert à rien, on n'avancera pas beaucoup plus vite. Gonfler les pneus, c'est vrai que ça coûte pas bien cher. Passer au rapport de vitesse supérieur dès que possible. Bah, pas trop, enfin, quand c'est pertinent. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi Non, bah c'est tout. Ok. Anticiper les ralentissements, tac tac. Ok. L'éblouissement allonge le temps de réaction. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si on considère que le temps qu'on comprenne ce qui se passe, oui, bah oui, le temps qu'on voit ce qui se passe et qu'on comprenne, oui, ça allonge le temps de réaction. Et eux, ils disaient qu'il valait mieux mettre à l'arrière contre le dossier des sièges avant. Oui, parce que c'est bien connu, parce que les jambes à l'arrière, c'est surfait, surtout pour les grands, surtout dans les Volvo, il n'y en a pas, il n'y a déjà pas de place. Solution, oui. Si je suis ébloui par les feux de route d'un usager ou par le soleil, notamment à la sortie d'un tunnel, mon temps de réaction s'allonge considérablement, tout simplement parce qu'il me faudra plusieurs secondes pour bien analyser le danger. Alors, si je suis ébloui ou que je sais que cela risque d'arriver, je commence par réduire mon allure. Réponse A. Ça paraît cohérent. Merci d'être passé, des bisous, à tout bientôt. Je dois fuir. Pour annoncer mon approche, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais des appels de phare. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je serais tenté de dire que pour annoncer mon approche, là, non, on klaxonne pas parce qu'on n'est pas dans un cadre d'urgence. On peut faire des appels de phare, mais surtout on réduit notre vitesse. Ah, c'est l'inverse. On klaxonne, là. Eh oui. Oh, cette blague. Bah, tu vas pas faire des appels De jour, phare, hors non. agglomération, Oui, non, mais d'accord. il n'est pas interdit de klaxonner, Eh oui. même s'il n'y a pas de Pour danger annoncer un danger visible, bien potentiel. identifié, ce qu'on appelle un danger immédiat. Par exemple, ici, la visibilité n'est pas bonne. La largeur de la route peut rendre un croisement dangereux. vilain, là. Alors je C'est peux vilain ce que klaxonner tu as fait. pour avertir de mon approche. Cela vaut mieux que de faire des appels de phare qui ne seront vus par personne ou trop tard, donc totalement inutiles. Oui, on va. Bien sûr, la première chose à faire ici est quand même de ralentir. On est d'accord. Réponse A et D. T'es vilain. C'est très vilain ce que tu viens de faire à ta sœur, là. T'aurais pu lui faire très très mal en plus. Alors. Non mais rigole pas, c'est pas drôle. Non, non, tu enlèves ce sourire tout de suite. Je suis pas content là. Allez, Il n'est pas interdit de klaxonner hors agglomération. Ok, ok, ok. En agglomération, il est interdit de klaxonner sauf urgence et danger. Danger immédiat, ouais. Je peux klaxonner pour avertir mon approche. Ok. Moi, j'en ai déjà vu et je comprenais pas pourquoi il klaxonnait avant les virages. D'accord, en fait, ça fait partie du code de la route. Bon. Ah, très bien, très bien. Et oui, il fait jour, donc les appels de phare servira à rien. Oui, je me disais, ouais, mais c'est mieux que rien. Oui, mais en fait, ça sert à rien. Ok. Ce panneau met fin à une interdiction de faire des appels de phare. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De klaxonner. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Oh là là, ça c'est un gros piège puisque ça c'est sur des klaxons, mais ce n'est pas une fin d'interdiction, c'est un début d'interdiction de klaxonner. Ce panneau interdit l'usage de Gros l'avertisseur piège de sonore, niveau le début de klaxon. code. Hein. Sauf bien sûr si c'est strictement nécessaire. En cas de danger immédiat, il est rare de le rencontrer en agglomération On est d'accord. où son usage est déjà interdit, sauf en cas de danger avéré. Réponse B et D. Tout à fait. Ce panneau-là, je l'ai quasiment jamais vu. Encore 2 questions. En cas d'incendie dans le tunnel, je m'arrête, je quitte ma voiture et je me dirige vers les installations de droite. Réponse A.
vers les installations de gauche. Réponse B. En cas d'incendie, je m'arrête, je quitte ma voiture et je me dirige. Alors ça, c'est la sortie de secours à gauche. Et là, il y a l'extincteur. Enfin bon, s'il faut éteindre le tunnel, ça va être compliqué. Donc on se dirige vers les installations de gauche. Pour fuir. À droite, la signalisation indique de haut en bas. Un emplacement d'arrêt d'urgence appelé aussi refuge. Un poste d'appel d'urgence permettant de joindre directement les secours du tunnel. Et un moyen de lutte contre un début d'incendie. Généralement, il s'agit d'un ou deux extincteurs en libre service. Impossible de quitter le tunnel ou de se mettre à l'abri de ce côté en cas d'incendie ou de dégagement de fumée. En revanche, côté gauche, un panneau vert indique une issue de secours qui me permet d'évacuer le tunnel si besoin ou de me mettre à l'abri des fumées toxiques et de la chaleur en cas d'incendie. Ils se sont viandés. Réponse B. Ils ont mis réponse B et C, mais il n'y a pas de question, il n'y a pas de proposition C. Oh là là. Hein? Ils ont dû l'enlever en fait. Oui. Ensuite, il y a une page supplémentaire, réponse B, mais ils n'ont pas enlevé le réponse B et C. Tu vas encore tomber, Lisande, fais attention. Fais attention, Lisande. Lisande, tu descends. Tu joues l'équilibriste, mais tu vas tomber, mon petit chat. Je dois m'arrêter pour proposer de l'aide. Non, non, je pense qu'ils ont de l'aide, Oui. là. Réponse A. Non. Non. Réponse B. Je crois qu'ils savent gérer. En plus, il y a un panneau, attention, il y a une voiture qui fait de l'équilibre sur le dos. Donc non, il y a les secours. On est bon. On s'en occupe pas, c'est pas notre vie. Et on prend pas de photos et on met pas de vidéos sur Twitter. Vient de se produire, comme l'indique le panneau temporaire. Les secours sont en place. Les victimes éventuelles sont donc entre de bonnes mains. Je ne m'arrête pas, mais je franchis la zone de l'accident à allure modérée et surtout en restant très vigilant, sans quitter la route des yeux. Réponse B. En évitant de tourner la tête en mode « Oh, ils font quoi là? Oh, il y a un accident, oh, tu crois que c'est grave ?» Ça m'a toujours mis un peu mal à l'aise, ça. Bah, c'est voyeuriste. Ouais. Victoire, 14 sur 20. C'est pas terrible, hein. 6 mauvaises réponses, oh là là. Bon, bah ce sera tout pour aujourd'hui. C'était rigolo, j'ai appris quelques petits trucs, encore une fois. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va remettre le planning. Tac. Prochain stream, ce sera demain soir à 22h30. On va jouer au Furby, mais en version film d'horreur. Ça vaut ce que ça vaut. Ça s'appelle Tattletale. C'est rigolo. Après, c'est pas le jeu de l'année non plus, mais c'est amusant. Et est-ce que ça va me faire peur comme Among the Sleep? On verra bien. Et sinon, ce sera dimanche après-midi pour Cookserve. Le reste du temps, ce sera boulot ou bien avec les petits. Hein, Lisandre? Tu chantes un petit peu avant de partir? Tu chantes un petit peu avant de partir? Canard petit chant. Canard, C'est Métamo. Oh, c'est Métamo. Attends, je... C'est Coquac. c'est cocotte, Qu'est-ce c'est qu'on cocotte, qu'est-ce qu'on pourrait te faire chanter aussi? Cocotte. Attends, je vais montrer des Mmh. trucs. cocotte, Ah, Lisande. c'est cocotte. oui. Il fait quoi sa chanson? Chouchou, C'est On va se quitter là-dessus. Prenez soin de vous, des bisous. Bah oui. Oh yeah. Et ça, c'est quoi? c'est ton C'est oreille. Nathalie. C'est Noctali. Nathalie. Mais oui, sur mon écran, c'est Bah notre oui, c'est quoi ça? C'est né, c'est Oui, c'est Lisandre, oui. c'est Pino. Ça, oui, c'est ton... Bravo Lisandre, c'est ton prénom. C'est très Pino. bien. Oui. C'est Pino. C'est quoi ça? C'est né, c'est C'est le nez de Lisandre. Et ça? Il est né de Lisandre. Oui. Ça, Bébé de Lisandre. C'est bébé. C'est la bouche de Lisandre. c'est quoi? Et là?
c'est bébé. Lisande, C'est bébé. c'est qui? C'est mesdames. Mesdames. Oui. C'est trop choupi. Allez, je vais essayer de trouver un petit raid sympa à faire. Oh, c'est mignon. Pikachu. Non, c'est pas Pikachu. C'est pas Pikachu. Ah oui, en effet. C'est qui? Et oui, Oui, bravo. c'est Picocotte. Oh. Oui. Petit cocotte. Petit cocotte. Bah oui, petit coco qui fait comme ça. C'est cocotte. Oh. C'est cocotte. Ah bah oui. Allez, on va trouver un petit artiste sympathique. Celui qui fera un petit raid. Ok. Ah, il y a des trucs très jolis aujourd'hui. Tamo. Apa minta mami? Hop.
C'est mes amours.